Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le samedi 4 juillet 2026 et vous suivez tout de suite l'émission Le Courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette émission qui est animée par Lisa Dufaux et Florian Dai et donc dans laquelle, eh bien comme d'habitude, on vous parle de l'actualité à la radio. On vous remercie encore des rapports d'écoute que nous avions reçus suite au test ondes courtes depuis Tam Shui. Tam Shui. On en a reçu encore quelques-uns cette semaine, donc merci pour cela. On nous a demandé aussi si les QSL seront envoyés et quand. Et il me semble que cette année, ça sera la même QSL pour les émissions test qu'il vient d'y avoir et pour les émissions de l'été. Donc, elles seront envoyées ultérieurement quand on sera sûr d'avoir reçu tous les rapports d'écoute. Et donc, il y aura une carte QSL spéciale pour ces diffusions en ondes courtes qui vous sera envoyée à la fin de l'été. On voulait aussi répondre en particulier à Joey Leider qui nous écrit du Luxembourg et qui nous a parlé d'une taxe européenne sur les petits colis. Donc pour savoir si ça sera demandé surtout à la réception en Europe puisque c'est ce qui vous concerne ou plutôt à Taïwan au moment de l'envoi. Donc pour ça, on s'est renseigné à la poste à Taïwan. Et en fait, comme c'est envoyé ici au nom d'un individu et pas d'une entreprise, normalement, il n'y a pas de taxe. Donc si jamais quand vous recevez les envois de RTI, on vous dit quand même de payer, eh bien il faut refuser, sauf si vous avez vraiment envie de recevoir ce qu'on vous envoie, mais n'hésitez pas à le refuser en tout cas. Et surtout nous en informer pour qu'on puisse voir comment réagir de notre côté. Mais normalement, c'est pas quelque chose qui devrait être perçu au moment de la réception du colis. Donc voilà. À confirmer encore selon comment ça se passe, puisque c'est une nouvelle taxe qui entre en vigueur à partir du 1er juillet. Mais normalement, du côté de la radio, on fait ce qu'on peut pour que vous n'ayez rien à payer au moment de recevoir ce qu'on vous envoie. Et on a aussi les concours. On a le concours mensuel, le concours trimestriel. Oui, tout à fait. On va les rappeler à nos auditeurs. Oui, puisque maintenant, eh bien, nous sommes au mois de juillet, mais j'ai déjà vu que certains ont été rapides pour nous envoyer des réponses, donc j'ai compris que la question vous avait déjà été dévoilée la semaine dernière, mais on va vous la rappeler quand même aujourd'hui. Oui, alors la question est la suivante. Depuis quel comté taïwanais les mangues sont-elles exportées vers la France? Donc c'est un peu une question piège, parce que des mangues, il y en a qui sont exportées dans différents pays, notamment au Royaume-Uni récemment aussi. Mais elles ne proviennent pas du même comté, donc voilà, c'est le petit détail. Et il y aura 7 gagnants qui pourront remporter un ballon en porte-clés ou un couvre-mug. D'accord, oui. Alors là, pour ça, c'est effectivement peut-être... il y a plusieurs régions à Taïwan plusieurs comtés qui sont exportateurs de mangues, mais c'est vrai que dans ce cas-ci, c'est un comté qui est vraiment célèbre pour ses mangues. Il y a certains villages où il y a des grandes statues de mangues près du bord de la route quand on les traverse. Donc, je vois. Voilà, si vous êtes déjà venu à Taïwan, peut-être que vous avez des images en tête qui vous viennent quand je vous dis ça. Voilà, sinon quand vous viendrez, le jour où vous viendrez, vous pourrez les retrouver. Et on a aussi un concours trimestriel pour les mois de juillet, août et septembre. Alors là, il faut nous citer 3 projets d'investissement de Taïwan en France. Des nouveaux projets, hein, pas des projets qui sont en cours depuis 6 ans, ça compte pas. Alors, on aura aussi 5 gagnants. Alors, il y a des libellules artisanales décoratives. Ça a l'air d'être quelque chose de très joli. Oui. Et effectivement, oui, il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés ces derniers temps depuis Taïwan en collaboration avec différentes villes ou entreprises européennes. Plusieurs en Allemagne aussi, en Belgique, mais là, on vous demande précisément ce qu'il y a en France ou avec des entreprises françaises. Donc, eh bien, à vous de voir. On en a parlé relativement régulièrement ces derniers temps dans l'actualité principalement. Donc, vous devriez pouvoir retrouver ça sans trop de difficultés si vous nous suivez régulièrement. Mais c'est sûr que ça demande un petit peu de recherche quand même. Oui. On voulait aussi faire un tirage au sort des gagnants du concours de février 2026.
Alors, c'était quoi la question du concours de février? Il me semble que c'était en lien avec le Nouvel An chinois. Je suis tombée dessus pile, au hasard. Il fallait réagir tout simplement aux émissions du Nouvel An avec ce que vous avez appris dans ces 2 émissions. Donc, c'était pas vraiment une question, c'était plus une participation. Et il y avait des casques de moto en porte-clés, bien sûr, à remporter. Il y en avait 6. Donc, on a tiré au sort 6 gagnants. Et donc, il y a Nagmouchi Noiri, Daniel Villon, Boumchal Farid, Wafa Germani, Paul Jamet et Jean-Michel Aubier, que l'on félicite donc pour leur participation et pour avoir gagné le tirage au sort du mois de février 2026. Voilà donc pour l'actualité des concours mensuels et trimestriels. On va y arriver. Les nouveaux concours et donc les résultats pour février. Et nous allons passer aux réponses aux questions. Oui, alors on a d'abord une question de Jacques Augustin qui réagissait à l'émission de Meng Wang, Retour à la source, qui saluait sa voix circonstanciée pour présenter l'émission sur la préservation de l'écosystème dans les forêts et assurer la protection des ours noirs formosans en les soignant puis en les remettant en liberté dans la nature. Alors, Jacques Augustin se disait soulagé puisque au Japon, quand ils sont capturés, ils sont euthanasiés, ce qu'il trouve insoutenable et qu'il condamne. Alors il demandait si à Taïwan, la population soutenait la politique des services vétérinaires et de la biodiversité pour protéger les ours noirs formosans. Alors Jacques Augustin faisait référence à l'émission intitulée « Les habitants de Tiaï répondent présents à la protection des ours noirs formosans » qui a été publiée le 29 juin 2026. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Donc Meg Wang avait notamment rappelé qu'en 2021, l'administration des affaires forestières du ministère de l'Agriculture avait mis en place le programme d'indemnité pour les services environnementaux, avec pour objectif de verser une sorte de rémunération écologique aux producteurs agricoles ou aux habitants des zones où se trouvent des espèces animales menacées pour contribuer à la préservation de l'écosystème. Donc, ce qui signifie que les coûts liés à la protection des espèces sont plus supportés uniquement par les agriculteurs ou les habitants locaux. Et l'année suivante, compte tenu des besoins en matière de protection de l'ours noir et aussi des signalements d'observation et des expériences de sauvetage et de soins, un nouveau programme d'indemnité pour les services environnementaux liés à l'ours noir avait été lancé. Et donc l'ours noir est venu s'ajouter à ce programme qui couvrait déjà les chats léopards, les effraies de prairie, les loutres ou encore les jacanas à longue queue. Et entre 2023 et 2026, ce sont 7 villages qui ont été placés sous la compétence de l'antenne de Diaï de l'administration de protection des forêts et qui ont rejoint ce programme d'indemnité pour les services écosystémiques liés à l'ours noir. Oui. Et donc la perception des villageois a commencé à changer vis-à-vis des ours. Il me semble que pour cette émission, elle avait expliqué aussi que il y avait une gratification qui était donnée pour chaque observation signalée des ours noirs, et comme ça les gens étaient encouragés non pas à tuer les ours quand ils se retrouvent face à eux, mais plutôt à signaler leur présence, parce que à chaque fois c'est une indemnité qui est quand même relativement conséquente, et donc ça devient un ours qui apporte la fortune quelque part. Oui. Quand on arrive à les voir, et donc ça permet aussi de changer assez rapidement l'image qu'ont les gens de cet ours. Tout à fait. Alors d'abord, il faut préciser que par rapport à la question de Jacques Augustin, la situation au Japon n'est pas du tout la même que celle à Taïwan. Déjà, au niveau du nombre d'ours, c'est pas du tout la même chose. Selon les données de l'administration de la protection des forêts, qui dépend du ministère de l'Agriculture, on dénombrait environ 1200 ours noirs formosans dans le pays en mars cette année, à Taïwan je veux dire, ce qui est un progrès important par rapport aux 200 à 600 spécimens qui étaient estimés à l'état sauvage au début des années 2010. Ouais, donc ça a au moins doublé, peut-être probablement même plus. Donc l'ours noir formosan est classé comme vulnérable dans la liste rouge de l'UICN, et c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il est menacé par la chasse illégale à des fins médicales ou alimentaires.
Et au niveau national, il a été classé en voie de disparition par le gouvernement et il est protégé par la loi sur la protection de la faune. Et c'est à Hualien, dans l'est de Taïwan, qu'on en recense le plus, qu'il y a eu le plus d'observations. Donc ensuite, il y a Taidong, Taichung, Kaohsiung, Miaoli et Jiayi, ainsi que les parcs nationaux comme celui du Mont de Jade. Donc il y a même un centre d'éducation sur les ours noirs dans la petite ville de Uli, où on peut acheter des souvenirs insolites. Je vous rappelle la petite vidéo que j'ai faite sur YouTube, qui présentait ce cadeau vraiment insolite de souvenirs. Donc c'est un porte-monnaie en porte-clés, mais le porte-monnaie est en forme de crotte d'ours, avec à l'intérieur des petites perles qui sont en forme des noix et des baies que l'ours mange. Donc pour apprendre un petit peu sur l'alimentation de l'ours noir. C'est taïwanais, j'ai pas d'autres mots pour dire. Quand j'ai visité ce centre avec ma mère, elle a dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant !» Et j'ai dit « Oh, c'est tellement... c'est original. » C'est original et c'est éducatif en même temps, j'apprécie Tout à fait. ça. Tout à fait. Et on est sûr de ne pas avoir le même souvenir que quelqu'un d'autre qui revient, je ne sais pas, Avec du Japon, une tour Eiffel de d'Indonésie, Paris, voilà. ouais. Là, c'est sûr que c'est unique. Alors qu'au Japon, on trouve plus de 50 000 ours sur l'archipel, donc c'est pas du tout le même nombre, la même population. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ours noir de Formose, Ursus tibetanus formosanus, c'est une sous-espèce de l'ours noir d'Asie. Et l'ours noir de Formose est principalement omnivore, avec un régime alimentaire qui est basé sur les fruits, les noix, les baies, ce qui n'est pas très différent de l'alimentation au Japon. Ensuite, l'ours noir de Formose craint les hommes, donc il reste éloigné de la population humaine, ce qui fait que c'est très rare d'en apercevoir. Mais surtout, la différence majeure avec le Japon, c'est qu'à l'inverse de la majorité des ours de son gabarit, il n'entre pas en hibernation. D'accord, donc il reste actif tout l'hiver. Voilà. Ensuite, l'exode rural et le vieillissement de la population créent des friches près des villages au Japon où se rendent les ours, et à cause du climat, les glands et les autres fruits que mangent les ours se font parfois rares. Et on a aussi une population d'ours qui est en hausse grâce aux mesures de protection, et un changement de comportement puisque les ours sont désormais habitués à croiser des humains ou à trouver des restes de cerfs laissés par les chasseurs. Donc certains ours ont perdu leur peur naturelle de l'homme. Alors j'ai trouvé un article super intéressant sur le site d'information nippon.com qui citait Onishi Naoki, chef de l'équipe de recherche au centre de recherche du Tohoku de l'Institut de recherche sur les forêts et les produits forestiers. Ça fait beaucoup de recherches. J'allais dire, il fait de la recherche. Dans un article publié en décembre 2025, il expliquait qu'un des facteurs qui explique l'augmentation du nombre de cas d'observation des ours, c'est la pénurie de glands et autres oléagineux dont les ours sont particulièrement friands. Et en automne, les ours mangent plus pour se préparer à hiberner. C'est pas parce qu'ils ont forcément l'estomac vide, mais parce que la partie de leur cerveau qui leur fait comprendre qu'ils ont atteint le seuil de satiété est désactivée, justement pour faire des réserves. Et en fait, les années où les noix se font rares en montagne, les ours étendent leur sphère d'activité à la recherche de nourriture et finissent par s'aventurer dans des espaces qui sont habités par les humains. Donc en 2021, les cas d'observation d'ours étaient relativement peu nombreux, mais en 2022 et en 2023, par exemple, lorsque les fruits sont venus à manquer, un nombre accru d'ours se sont immiscés dans ces zones peuplées par les humains. Et ils sont notamment attirés par les kakis et les noisettes, mais également les ordures ménagères et la nourriture pour les animaux domestiques. Et ce qui fait qu'il y a eu plus de rencontres entre des ours et des humains, et donc plus d'attaques. Et ce chercheur réagissait aussi à la théorie selon laquelle les ours se nourriraient de chair humaine. Donc il explique qu'il y a certains rapports qui font état d'ours qui se sont nourris de cadavres humains, mais en fait les ours n'attaquent quasiment jamais les humains dans le seul but de les manger. La plupart des attaques ont lieu lorsqu'un ours rencontre un humain et se sent menacé, donc il cherche tout simplement à se défendre avant de s'enfuir. Et il est rare qu'un ours se nourrisse vraiment de la chair humaine d'un cadavre et comprenne ainsi que les humains peuvent aussi faire partie de son régime alimentaire.
Oui, c'est ça. S'ils mangent d'habitude des fruits ou des Mhm. glands, des noisettes, un humain, il n'a pas une tête de noisette. Oui, ça c'est sûr. On peut comprendre quand même qu'il y a une différence. Voilà. Et puis, ouais. Et on peut préciser aussi qu'il y a 2 espèces d'ours qui sont responsables des attaques sur les humains au Japon. L'ours noir d'Asie, et donc qui est presque le même que cousin celui de que- Taïwan, ouais. et l'ours brun de l'Ussuri, qui vit sur l'île d'Hokkaido et qui lui peut mesurer jusqu'à 2 mètres, D'accord. donc C'est beaucoup versus plus grand. 1,2 mètres. Oui, c'est le double en fait. Et donc, même si cet ours brun et ces ours bruns sont moins nombreux, ces attaques sont souvent plus graves et plus violentes, puisque Mhm. voilà, il est plus haut, il est plus fort. Et C'est donc, logique. s'il est sur l'île de Hokkaido, c'est celle qui est tout au nord Ouais. du Japon. C'est là où il fait beaucoup plus froid aussi, donc, Mhm. et qui est moins peuplée globalement que les autres îles principales Oui. du Et Japon. si je me souviens bien, l'ours, alors parce que j'ai eu le petit exposé du centre éducatif sur les ours noirs de Uli, qui expliquait que les ours bruns qu'on trouve au Japon, ce sont les mêmes que ceux qu'on trouve en Europe. D'accord. J'espère que je dis pas de bêtises. Vous pourrez chercher sur Google pour vérifier ce que je dis. Sinon, pour ce qui est de la perception des ours noirs par la population taïwanaise, puisque c'est la question de notre auditeur, on peut commencer par dire qu'il y a un fort attachement culturel et national. Donc c'est vrai que c'est un symbole, c'est devenu au fil des années un symbole national, une mascotte. C'est notamment la mascotte du bureau du tourisme de Taïwan. Donc le public le voit comme un trésor naturel à préserver. Pour ce qui est de la participation citoyenne, il y a des citoyens, des groupes comme la Taiwan Black Bear Conservation Association qui soutiennent activement des programmes de surveillance pour protéger l'espèce. Et il y a aussi des enquêtes d'opinion pour montrer que la population est prête à payer pour conserver l'animal et protéger ses forêts. Oui, et c'est intéressant de voir aussi par rapport à cette image qui est utilisée par le bureau de tourisme ou par Avec une cape. tout ce qui est ça, avec une cape parfois. Et puis c'est vraiment un ours qui est très mignon, qui est remodelé, enfin tous les porte-clés. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses à l'effigie de l'ours noir formosan qui est reconnaissable avec son collier blanc en Oui. V. C'est plus mignon qu'un grizzly, par exemple. C'est plus mignon qu'un grizzly. Mais entre l'ours en vrai et le petit porte-clés qui a une tête d'ours, il y a Oui, aussi oui. une certaine distance. Et c'est vrai qu'il Bien y a cette image-là qui est très véhiculée dans tout ce qui est commercial ou orienté sur le tourisme et qui est peut-être assez éloigné de ce que vivent les gens qui habitent plutôt en montagne ou au contact des populations d'ours. en Bien fait. sûr. Mais en général, c'est vraiment rare d'en croiser. C'est Oui. plutôt dans les parcs nationaux. Donc, il y a eu des cas ces dernières années où, par exemple, on voyait des ours noirs qui entraient dans des refuges de montagne quand ils étaient vides. Et donc, le parc fermait le refuge pendant quelques jours. Donc, c'est vraiment très, très haut. En fait, au début, pendant la colonisation japonaise, par exemple, on en trouvait jusqu'à 100 mètres d'altitude à Taïwan. Parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Et en fait, la chasse les a décimés. Donc maintenant, c'est minimum 1000 mètres d'altitude. Ouais. Et encore. C'est plutôt rare, même à 1000 mètres. Sinon, pour ce qui est des défis de la cohabitation avec le monde rural, il y a aussi ce genre de problématique, mais pas du tout avec la même ampleur qu'au Japon. Les ours peuvent parfois s'approcher des villages de montagne, détruire des cultures ou des ruches. Ensuite, il y a aussi le problème des pièges. Parfois, ils se font piéger par des agriculteurs qui veulent protéger leurs terres ou alors par des chasseurs. Des pièges qui sont parfois installés pas spécialement contre Oui, l'ours, oui, mais c'est dans ça. lesquels les ours se prennent aussi. Donc, par exemple, un ours était mort comme ça, qui avait été relâché en 2022. Voilà, donc merci pour Jacques-Augustin, pour la question de Jacques-Augustin. Merci à lui, je sais qu'il nous écrit très fréquemment. Donc, Oui, merci pour tous ces courriers. Et pour les autres, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions. On a aussi eu récemment une question de Siddhartha Bhattacharjee qui rejoignait une autre question de Jacques-Augustin d'ailleurs, mais au sujet des coraux et de la pollution marine. Et donc Siddhartha Bhattacharjee nous demandait si il y a des études à Taïwan au sujet de l'influence de la pollution plastique sur la vie marine et en particulier les coraux.
Et donc, oui, il y a beaucoup d'influences, effectivement. Notamment une étude menée en 2024 par l'université Sun Yat-sen a révélé que les plastiques peuvent altérer la structure cristalline des squelettes des coraux, qui provoque une forme d'ostéoporose, en fait, et ça affaiblit les coraux. Donc ils ont démontré que les microplastiques provoquent une dégradation chimique des squelettes des coraux en se concentrant sur les coraux à polypes étoilés locaux. On voit que l'exposition à des particules de polyéthylène détruit la structure interne. À la base, ce sont des cristaux stables de carbonate de calcium, donc du calcite et de l'aragonite, qui constituent le corail. Et quand ils sont exposés à ces particules plastiques de polyéthylène, eh bien, ils se transforment en carbonate de calcium, qui devient donc instable et amorphe. Et ça compromet fortement l'intégrité structurelle des coraux. Et donc, ça rend les récifs taïwanais vulnérables à la dissolution et à la fragmentation. Alors ça, c'était une étude très pointue sur un type de corail et un type d'influence chimique, disons, sur la structure des coraux. Mais plus largement, la pollution plastique est une menace omniprésente que pour les coraux, les poissons, les tortues, etc. Mais en fait, ces impacts écologiques restent relativement peu étudiés parce que c'est pas toujours facile d'aller au fond de la mer faire des études comme on peut en avoir plus facilement sur la Terre. J'ai trouvé aussi une autre étude qui a été publiée l'an dernier qui présente une revue systématique et une méta-analyse des réactions des coraux à la pollution plastique. Et donc, c'est une étude qui synthétise plusieurs études qui ont été évaluées par des pairs et qui ont été publiées entre 2011 et début 2025 en se basant sur des enquêtes de terrain et en laboratoire. Donc là, il y a vraiment un terrain d'étude qui est beaucoup plus large pour cette étude-là. Et en fait, ça montre que les débris plastiques ont été largement détectés dans les coraux, mais les réponses biologiques rapportées varient beaucoup d'une étude à l'autre selon des tas de facteurs comme les stress thermiques, l'exposition à des agents pathogènes, l'enrichissement en nutriments et la diversité des protocoles expérimentaux dans chaque étude. Mais globalement, on peut quand même voir que les lésions tissulaires constituent l'impact le plus fréquemment rapporté au niveau des coraux, donc, et l'exposition au plastique est souvent associée à une susceptibilité accrue aux maladies. Donc, pour faire face aux impacts de la pollution plastique sur les récifs coralliens, leur conclusion est qu'il faudra non seulement améliorer la gestion des déchets, mais aussi mettre en place des cadres de recherche coordonnés qui tiennent compte de la nature complexe et contextuelle des réponses des coraux dans les différents environnements. Donc ça, c'est vraiment une étude qui est beaucoup plus large, qui ne se résume pas seulement à Taïwan, mais que je trouvais très intéressante aussi pour voir que il y a des tas de circonstances, en fait, des tas de plastiques, des tas d'interférences avec les coraux et des tas de sensibilités selon beaucoup de facteurs différents. Donc voilà un petit peu pour le niveau académique, disons. Après, au niveau des réactions prises à Taïwan par rapport à cette pollution plastique, le mois dernier, le gouvernement a lancé un réseau de surveillance des microplastiques marins. Donc on tombe pile dans ce domaine-là. Et en fait, c'est l'agence de presse CNA qui a rapporté qu'à la veille de la Journée mondiale de l'environnement, qui a lieu le 5 juin, le yuan exécutif, le gouvernement, a approuvé un rapport sur la mise en place d'un réseau national de surveillance des microplastiques qui était présenté par le ministère de l'Environnement et la Commission des Affaires maritimes. Ça coïncide aussi avec la Journée mondiale de protection des océans qui est célébrée le 8 juin, les deux étant à quelques jours d'écart seulement. Le Premier ministre Zhou Zhongtai a affirmé à ce moment-là que pour lutter contre les microplastiques marins, le gouvernement a annoncé adopter 5 stratégies, à savoir réduire l'utilisation du plastique à la source. On oublie parfois de le dire, mais c'est quand même la manière la plus simple d'éliminer ou de réduire les plastiques. La plus directe, la plus efficace aussi. Voilà. Ensuite, mener une surveillance scientifique, donc beaucoup plus régulière et plus large et plus systématique. Après, recycler les ressources. Ça aussi, c'est quand on produit quand même du plastique, comment éviter de le jeter tout de suite et le réutiliser autant que possible.
nettoyer les déchets marins. Là, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont déjà en place et en même temps qui ne sont pas suffisantes pour faire face à l'ampleur de la pollution qu'il y a au niveau des rivières et des océans. Et puis, faire son possible aussi pour s'aligner sur les normes internationales, qui est le 5e objectif du gouvernement pour lutter contre les microplastiques marins. La Commission, à ce moment-là, indiquait avoir déjà recueilli 6 années de données sur les microplastiques marins, avec l'aide de 6600 navires et 6000 plongeurs bénévoles. Ils ont réussi à retirer jusqu'à 19 000 tonnes de déchets marins flottants et présents sur les fonds marins. Wow. Donc ça, c'est vraiment énorme. Bon, c'est sur plusieurs années aussi, hein, mais ça contribue vraiment à empêcher le plastique de se décomposer en microplastiques et de pénétrer plus profondément dans le milieu marin. Et c'est sûr que si ça rentre dans les coraux, ça rentre aussi dans les algues, dans les poissons, dans la chaîne alimentaire qui finit par se retrouver dans les corps humains aussi. C'est, ça devient vraiment omniprésent. La Commission des affaires maritimes a également annoncé avoir mis en place une alliance pour le recyclage des déchets marins avec 77 entreprises pour promouvoir un label de certification d'économie circulaire plus respectueux des océans. Et elle utilise également l'intelligence artificielle pour constituer une base de données sur les déchets marins en alignant ses efforts sur les normes internationales et en partageant les technologies aussi avec la communauté internationale. Donc là, ce sont aussi des efforts qui sont plus larges que juste Taïwan parce que l'océan est partagé par beaucoup de pays, ou les océans. Et le ministère de l'Environnement s'est déclaré s'être concentré surtout sur la lutte contre les déchets marins provenant de sources terrestres. Voilà, le ministère a collaboré avec le gouvernement central et les collectivités locales pour nettoyer le littoral, réduire les déchets à la source. Et eux, ils ont annoncé avoir retiré environ 362 000 tonnes de déchets marins entre 2010 et l'année dernière. Donc là, c'est aussi une quantité énorme, 360 000 tonnes. Très récemment aussi, à la mi-juin, donc il y a à peine quelques semaines, le yuan législatif a modifié la loi pour renforcer les sanctions en cas de déversement illégal des déchets dans la nature. Là aussi, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Oui, mais le problème, c'est que cette loi, elle existe depuis longtemps, mais en fait, elle n'est pas appliquée parce qu'il y a personne pour surveiller et mettre des sanctions. Ouais, donc là, des amendes, donc ça continue. Donc, dans la loi qui a été modifiée là, l'objectif, c'est aussi d'élargir le recours aux technologies de surveillance et de contrôle, justement pour mieux voir ce qui se passe. Les autorités locales sont autorisées à installer et utiliser des caméras de surveillance et d'autres outils technologiques de contrôle dans les zones où le transport, le remblayage, le stockage, la réutilisation ou l'élimination illégaux de déchets se produisent fréquemment ou font l'objet de soupçons raisonnables. Ok. Donc là, il faut voir aussi quel budget sera alloué pour mettre ça en place. En tout cas, compte tenu de l'ampleur des changements qui sont à mettre en place avec cette nouvelle loi, les amendements entreront en vigueur seulement 2 ans après leur promulgation, donc ça va demander un temps d'adaptation. Et c'est vraiment un problème qui est vaste, hein, parce que c'est pas seulement dans les montagnes ou dans les campagnes, même à Taipei. Dans mon voisinage, dès que tu vas sur un côté où il y a une petite colline ou un petit coin de verre, il y a des gens qui jettent des poubelles et des choses comme ça. Donc il y a encore du travail. Des efforts à faire. En tout cas, on remercie Siddhartha Bhattacharjee pour cette question. Et bien, nous sommes déjà à la fin de ce courrier des auditeurs qui était animé par Salut Faux et Floriane Dai. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Oui, un très bon samedi. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте.